Et nous voilà en ligne. Ça fait quelque temps que je n'avais pas fait de stream comme ça. Mon emploi du temps en ce moment était un peu chargé. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je ne pourrai pas faire de stream puisque je serai encore en déplacement professionnel. Mais il me plaît quand même, dès que j'en ai l'opportunité, une semaine, de faire ces petits streams jeux vidéo et linguistiques que j'ai commencé il y a déjà quelques temps. Et même si moins régulier qu'auparavant, voilà, c'est quelque chose que je cherche à continuer à faire encore et encore. Jusqu'à ce que je finisse peut-être par m'en lasser. Mais pour l'heure, je prends toujours assez de plaisir à faire ça. Et donc, nous voilà pour cette soirée sur le thème de la modernité en linguistique et dans le jeu vidéo. Je regarde que si tout est en ordre de ce côté-là. Je vérifie que mon micro marche bien parce que là, dans l'une des dernières des derniers streams que j'avais fait, il y avait eu un problème de micro et donc j'ai parlé 5 minutes dans le vide avant de m'en rendre compte. Heureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, la modernité.
Je voulais parler de modernité car en ce moment je travaille pour un article sur un ouvrage du début du XVIIe siècle assez connu par ailleurs, même si un peu tombé en désuétude dans la culture populaire et littéraire générale, l'Astrée, d'Honoré d'Urfé, sans doute l'un des premiers grands romans modernes de la littérature française, comme on le présente souvent. C'est un livre, c'est un roman qui arrive à une période très intéressante de l'histoire littéraire et linguistique, entre le XVIe et le XVIIe siècle. C'est un roman donc d'Honoré d'Urfé qui présente des amours pastorales, donc mettant en scène des bergers dans un pays de France, appelé Forez, autour d'une rivière, d'un ruisseau qui s'appelle le Lignon, et ça se passe au 5e siècle dans notre ère, donc il y a un certain fond proto-chrétien, on va dire, gaulois, qui a été exploité par l'auteur, et donc on va suivre les aventures d'un certain nombre de personnages qui vont tourner généralement autour d'histoires d'amour, de différentes façons, et de sa philosophie et des épreuves que doivent affronter les amoureux, les amoureuses, avant de pouvoir un jour peut-être se réunir et vivre leur idylle. Et donc on a toute une panoplie de personnages qui incarnent chacun à leur façon une facette de l'amour, tel qu'on pouvait le concevoir philosophiquement encore à l'époque, donc entre l'amour idyllique, l'amour-passion, l'amour qui peut être empli de haine, de regrets, etc. Et on va notamment suivre les aventures de deux personnages principaux, donc l'Astrée, la bergère, et Céladon, son promis. Et le roman commence d'une façon assez terrible pour ses amants. Donc ce sont deux bergers qui viennent de familles qui, nous dit-on, à cause d'une vieille querelle, sont plus ou moins en froid, en guerre larvée, un peu comme Roméo et Juliette, avec les Capulet et les Montaigu, et à la suite de manœuvres déloyales de la part d'un autre berger, Astrée croit que Céladon a été infidèle et l'a trompé et qu'il en aime une autre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et donc de désespoir, Céladon se jette dans le Lignon, dans le ruisseau, et il va se retrouver emporté par le courant. L'Astrée croit évidemment son promis mort, et s'en veut, mais Céladon va survivre à cette noyade et va être pêché, si l'on peut dire, va être retrouvé par des nymphes qui vont l'amener dans leur palais fantastique, où il va à nouveau devoir affronter différentes épreuves afin de retrouver l'Astrée, qui elle-même de son côté va suivre différentes aventures et entendre différents propos sur l'amour. C'est un roman qui est célèbre dans la littérature française de différentes façons. Déjà, il est célèbre pour sa masse, sa taille, c'est à proprement parler ce que l'on a appelé un roman-fleuve, c'est-à-dire que c'est un roman qui compte des milliers de pages, qui a plus de, je crois, 200 ou 300 personnages nommés, avec des intrigues à tiroir, c'est-à-dire que l'on a un personnage qui va commencer à raconter son aventure, son passé, la raison qui l'ont amené à avoir un certain regard sur l'amour, par exemple, et cette histoire va durer 100, 200, 300 pages, c'est un roman dans le roman, magistral. Et donc c'est particulièrement fatigant à lire. C'est tellement long au niveau de la rédaction qu'Honoré d'Urfé mourra avant d'achever définitivement son texte. Et cela va d'ailleurs donner lieu à une querelle d'éditeurs, à une querelle d'auteurs assez fameuse pour savoir quelle sera la véritable fin de l'Astrée. Finalement, ça sera son secrétaire qui, récupérant des feuillets sur la directive d'Honoré d'Urfé, va achever le roman du mieux qu'il le peut.
Mais voilà, si on veut lire l'Astrée, c'est 6 livres de plusieurs centaines de pages hein, qui attendent, donc bon, il faut quand même s'accrocher. C'est un roman qui est célèbre, donc je l'ai dit également, par son histoire éditoriale, parce que le livre a été un best-seller européen. Malgré l'anachronisme du terme, ça a été l'un des romans les plus lus et les plus commentés du XVIIe siècle, même jusqu'au XVIIIe. On le trouvait dans toutes les cours d'Europe, il a eu des traductions très rapidement en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Il a eu un succès considérable, hein, en France comme à l'étranger. Et partant, il y avait un enjeu financier et publicitaire très important à l'époque pour l'édition de l'Astrée, puisqu'éditer l'Astrée, c'était quand même c'était l'assurance de faire une bonne rentrée commerciale. Et donc il y a eu énormément d'éditions différentes qui n'ont pas toutes été approuvées par Honoré d'Urfé d'ailleurs, et Honoré d'Urfé lui-même révisait régulièrement sa copie et fournissait très régulièrement les libraires, comme on disait à l'époque. Donc les libraires, c'est à la fois les imprimeurs et ceux qui vendent les livres, hein, qui ont le privilège d'édition, puisqu'à l'époque, comme maintenant, hein, l'édition n'est pas quelque chose d'universel que tout le monde peut faire. C'est quelque chose qui est très réglementé, notamment au niveau du pouvoir. Le roi, la royauté, la monarchie doit accorder des privilèges d'édition pour autoriser un livre à être mis sous presse et distribué. Et donc il y a des enjeux, il y a eu des tractations parfois un peu étranges, hein, notamment un privilège ne peut être renouvelé pour une autre édition de l'ouvrage que s'il y a une amélioration de l'ouvrage, il y a une augmentation par exemple, un nouveau chapitre, une préface, quelque chose. Et donc parfois, ce qui diffère deux éditions de l'Astrée, ce sont des corrections très marginales, avec une virgule qui bouge, pour justifier qu'on ait à nouveau le droit de refaire une presse, une édition, et donc de revendre l'ouvrage. Bon. Et Honoré d'Urfé lui-même, qui commence à écrire au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, et c'est pour ça que le roman aussi est très intéressant et très fascinant, notamment pour les philologues. Il écrit, donc il commence à écrire à la fin du XVIe siècle, et il va écrire pendant la première moitié du XVIIe, donc à une période où la langue française évolue très 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 vite. C'est l'époque des remarqueurs, de la Jeune Académie française, c'est l'époque où on réfléchit énormément sur l'usage orthographique, syntaxique, où l'on cherche à déterminer quelle est la meilleure façon d'écrire, de parler, etc. Et Honoré d'Urfé fait partie de ces personnes, on va le voir dans l'article de ce soir, que Vaugelas aurait vraisemblablement appelé les demi-modernes, c'est-à-dire des personnes qui ont encore un pied dans l'ancienneté, dans l'ancienne façon d'écrire du français préclassique, donc de 1550 à 1600 environ, donc marqué par des auteurs avec une prose un peu entortillée, un peu fleurie, hein, très, très baroque, hein, si l'on peut dire, et les modernes, hein, les contemporains de Vaugelas, donc plutôt vers le deuxième tiers du XVIIe siècle, qui ont déjà travaillé l'usage et l'écriture et qui ont modernisé tout ça. Et donc Urfé se situe un peu entre ces deux pôles-là, mais c'est un auteur, c'est un personnage qui est très sensible à ces questions linguistiques. Et il va reproduire, il va réécrire le texte, son texte, pour l'améliorer, pour lui faire gagner en vivacité, pour le corriger de ses archaïsmes, et par endroits, et c'est ça qui est fascinant également, il va anticiper certaines évolutions, que commentera notamment Vaugelas dans les remarques. Donc Vaugelas, le remarqueur qui se trouve dessous moi, hein, qui est un peu le symbole aussi, le grammairien par excellence de l'époque, hein, le remarqueur comme on disait, et donc il va anticiper un peu des décisions de modernité qui seront actées par les académiciens, etc., quelques années avant que les commentaires soient effectivement faits. Et donc
linguistiquement, c'est très intéressant à étudier, Honoré d'Urfé. Notamment lorsque l'on compare les différentes versions du texte, parce qu'on a retrouvé quasiment toutes les éditions de l'Astrée du Temps. Je crois qu'il y en a une dont on connaît l'existence, on l'a retrouvée dans des catalogues, mais on n'a pas été encore capable de mettre la main dessus. Et quand on compare ces éditions, on voit tous les changements qu'Urfé a fait. Et d'ailleurs, pour travailler sur cet article dont j'ai retiré à la bibliothèque, j'ai réussi à trouver cet ouvrage de 1995 d'Anne Francier-Château, grande grammairienne aussi du français, qui fait un travail méthodique de comparaison des différentes versions de la première partie de l'Astrée, notamment la deuxième partie également, mais c'est surtout sur la première qui a fait l'objet de plus de réécriture sur laquelle elle s'attarde particulièrement. Et on voit vraiment l'évolution de l'écriture de cet auteur. Et donc, de la même façon que Cervantes, avec Don Quichotte, avait inventé en quelque sorte le roman d'aventure moderne, en traçant un trait sur les romans de chevalerie médiévaux, Honoré d'Urfé invente le roman d'amour moderne. C'est le modèle à l'aune duquel tout va être comparé par la suite, et il va être commenté, étudié, etc. pendant plusieurs décennies. Il va tomber en désuétude, ça c'est toujours le malheur avec les œuvres pionnières, c'est que ce sont des œuvres qui ouvrent le chemin, mais comme elles ont un grand succès, elles stabilisent des expressions, des tours, des images qui vieillissent, qui nous paraissent vieillies du coup, parce qu'elles sont incroyablement populaires en fait. Donc par exemple, si vous voulez un exemple que j'ai trouvé très rigolo quand je l'ai relu, c'est donc au tout début du texte, Astrée est en colère contre Céladon. Céladon ignore évidemment pourquoi, alors qu'Astrée pense que Céladon l'a trompé. Et donc Céladon, donc je lis, lui vint donner le bonjour, plein de contentement de l'avoir rencontré, et ils se croisent comme ça, en gardant leurs brebis et leurs moutons, à quoi elle répondit, et de visage et de parole, si froidement, que l'hiver ne porte point tant de froideur ni de glaçons. Alors oui, évidemment, quand on lit ça aujourd'hui, on a l'impression que c'est incroyablement suranné, mais pour l'époque, c'est une image qui est particulièrement forte, et qui vraiment fait fureur, et qui inspirera toute une génération d'auteurs et d'autrices par la suite, pour imiter ce style très, très particulier de l'Astrée. Et donc, je voulais aborder cette question-là de la modernité, de cette première modernité, par l'intermédiaire d'un article de Wendy R.S. Bennett, paru en 2007 dans la revue XVIIe siècle, La modernité de l'usage linguistique de l'Astrée vue par les yeux d'un remarqueur. Donc c'est un article qui est disponible librement sur Cairn. Donc j'en ai donné le lien dans l'annonce de ce stream, et je le redonnerai sur YouTube lorsque j'uploaderai la vidéo prochainement. Wendy R.S. Bennett, on a déjà eu l'occasion, j'ai déjà eu l'occasion de discuter de cette chercheuse d'origine britannique, mais qui est une des très grandes spécialistes de l'histoire de la langue française, et particulièrement de la période classique, un stream d'il y a 2 ans déjà, je mets le lien dans le chat, qui porte sur la périodisation du français classique. Et elle a travaillé donc sur cette modernité d'Honoré d'Urfé. Donc l'article est assez long, il fait une vingtaine de pages. Je ne vais pas le lire dans sa totalité, surtout que je pense que faire un stream, encore une fois, un peu assez court, entre 1 heure, 1 heure et demie, on verra. Je vais en lire l'introduction, quelques éléments de démonstration, en commentant périodiquement. Je vais aller me chercher un verre d'eau, j'ai oublié de mettre ça sur mon bureau, je reviens immédiatement.
me revoilà. Hop. Donc comme toujours, hein, je lis l'article, et s'il y a des questions qui émanent, je ne sais pas s'il y a des spectateurs ou des spectatrices dans le chat, hein, n'hésitez pas à intervenir pour faire un commentaire ou demander une précision complémentaire sur un bout de l'article. Donc, les auteurs des remarques et observations sur la langue française, genre métalinguistique important au XVIIe siècle, qui commence par la publication des remarques de Vaugelas en 1647, s'intéressent beaucoup à la modernité du bon usage. Conscients des différences entre le français des générations précédentes et l'usage de leur temps, et conscients du changement linguistique, ils visent surtout à décrire l'usage linguistique courant. Cette attitude n'est peut-être nulle part aussi nettement exprimée que dans la célèbre définition du bon usage, offerte par Vaugelas dans la préface de ses remarques. Le bon usage est la façon la plus saine de parler de la cour, donc de la cour du roi, conformément à la façon d'écrire de la plus saine partie des auteurs du temps. En se servant du mot conformément, Vaugelas essaie de réunir l'usage oral de la cour et l'usage écrit des auteurs qui lui sont contemporains. J'ai fait un article récemment sur ce terme des auteurs du temps, qui a été très mal compris par la suite par les grammairiens, y compris d'ailleurs pour l'Académie française, ultérieurement, puisqu'ils ont considéré que ce que Vaugelas voulait dire, c'était les auteurs du XVIIe siècle, alors que non, c'est les auteurs qui étaient contemporain. Vaugelas n'est absolument pas attaché à son siècle en particulier, hein, il est attaché à décrire l'usage de sa période. Hein. C'est très important. L'article en question était paru dans l'information grammaticale il y a quelques temps. Hein, je vous mets le lien vers la fiche HAL si vous voulez avoir la référence complète. Dans son très beau livre qui examine les variantes dans les différentes éditions de l'Astrée, Anne Censier-Château affirme qu'en 1647, donc l'ouvrage que j'ai montré tout à l'heure, Vaugelas fait le partage entre les anciens et les modernes écrivains, et qu'il sera aisé de vérifier à travers l'examen des variantes que les choix effectués par notre auteur dès 1610 le situent dans la seconde catégorie, c'est-à-dire la catégorie des modernes. Donc dans cet article, je voudrais commencer par identifier les principales sources écrites citées par Vaugelas et son attitude envers les écrivains. Je montrerai que Vaugelas n'opère pas une simple dichotomie entre anciens et modernes, mais qui semble plutôt diviser les auteurs français en trois grandes tranches, les fameux demi-modernes, dont j'ai parlé plus tôt. Dans un deuxième temps, je considérerai à quelle place on peut situer Honoré d'Urfé, et j'examinerai dans quelle mesure l'usage linguistique de l'Astrée est conforme à l'usage dit moderne par Vaugelas, en me servant de quelques études de cas représentatives. Deux raisons principales amènent à évaluer la modernité d'Urfé par rapport aux remarques de Vaugelas. En premier lieu, le texte de Vaugelas, réédité tout au long du siècle, est très vite devenu une autorité importante pour les écrivains. Pierre Corneille est censé avoir remanié toutes ses pièces pour l'édition de 1660 afin de moderniser l'usage linguistique et de le rendre plus conforme au jugement de Vaugelas. Donc c'est vous dire à quel point Vaugelas avait de l'influence à l'époque. On aurait du mal à imaginer aujourd'hui, par exemple, un auteur, suite aux remarques d'un grammairien d'aujourd'hui, je ne sais pas moi, d'un Pierre Le Goffik, d'un Martin Rigel, d'un Anne Censier-Château, etc., revoir son roman d'un Anne Labéier pour mieux correspondre à ses jugements. On sait que Flaubert, dans sa correspondance, entretenait une relation très étroite avec les grammairiens du temps, justement pour capturer l'usage. Mais à ma connaissance, c'était l'un des derniers à avoir fait ça. Selon l'anecdote de Louis Racine, Jean Racine aurait emporté avec lui à user son exemplaire des observations de Vaugelas pour prévenir toute corruption de son français par le mauvais usage de la province. C'est vous dire. En deuxième lieu, dans le catalogue des livres en prose les plus célèbres établis par Jean Chapelain, en vue du travail sur le dictionnaire de l'Académie française, Urfé figure à côté des principales autorités de Vaugelas, telles Cofteau, Duperron, Malherbe et Amyot.
Selon Antoine Adam, le cardinal du Perron, le président du Ver, le dominicain Cofteau, Honoré d'Urfé, enfin, faisaient dès 1610 aux yeux des gens de lettres figure de réformateurs. Ils offraient dans leurs œuvres les modèles d'une prose pure, lumineuse, élégante, moderne. Tandis que Duperron, Duvert et Cofteau sont tous trois explicitement cités dans les remarques, on ne trouve aucune référence explicite à Urfé, bien qu'il fût déjà mort au moment de la publication des observations. Il est par conséquent intéressé de considérer les raisons de ce silence. La question est d'autant plus pertinente que nous savons que les deux hommes se connaissaient bien. Urfé était ami du père de Vaugelas, Antoine Favre, célèbre jurisconsulte et magistrat savant, auteur d'une tragédie française et de 2 centuries de sonnets moraux ou religieux. Pendant l'hiver 1606-1607, quand le jeune Vaugelas habitait encore dans la maison familiale, Antoine Favre avait fondé avec le futur saint François de Sales l'Académie Florimontane ad exemplum Italicarum, à l'exemple des Italiens. L'académie comportait une 40aine de membres, dont Urfé. Il est bien probable que Vaugelas assistait également aux séances de l'académie avant son départ à Paris en 1607 pour entrer au service du duc de Nemours. Selon les statuts de l'académie, de cette académie-là, l'étude de la langue française constituait une partie importante de ses travaux. Les leçons se feront ou de théologie ou de politique, disent-ils, ou de philosophie, ou de rhétorique, ou de cosmographie, ou de géométrie et d'arithmétique. On y traitera de l'ornement des langues et surtout de la françoise. Jeanne Streicher, que plus tard Vaugelas avait rencontré Urfé à plusieurs reprises à Paris, comme ce dernier était l'ami de son père, ne représentait-il pas plutôt à ses yeux la génération précédente? Comment Vaugelas exploite les sources écrites? Ça, j'en parle dans l'article que j'ai cité, mais refaisons un détour. En général, son sens de la politesse et de la délicatesse empêche de nommer explicitement les écrivains dont les usages linguistiques sont censurés dans ses observations. Le fait qu'il s'agisse d'une politique consciente se vérifie quand on compare le traitement des sources dans les observations non publiées du manuscrit de l'Arsenal. Donc un manuscrit que nous avons retrouvé de Vaugelas, qui est une sorte de proto-version des remarques. Dans ce manuscrit autographe, non destiné aux yeux du public, il y a de nombreuses références explicites et précises à l'édition de 1631 des œuvres de Malherbe. Malherbe, qui est, enfin Malherbe 20, qui est l'un des plus grands réformateurs, considère-t-on, de la langue française écrite. La quantité et la précision des références semblent indiquer que Vaugelas a commencé par annoter le texte de Malherbe de la même façon que Malherbe lui-même avait annoté la poésie de Desportes. Et on a retrouvé d'ailleurs tous ces commentaires, et c'est extraordinairement riche pour l'histoire linguistique du temps. Je vous recommande, c'est un texte qui est connu depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle. Si vous avez l'occasion de vous renseigner là-dessus, c'est terrifiant d'enseignement pour comprendre comment l'usage évoluait à l'époque. La quantité et la précision des références, etc. Ces citations directes sont fréquemment supprimées de la version publiée des remarques, et l'auteur est désigné d'une façon plus allusive, avec une expression telle que « un de nos plus célèbres écrivains ». Quand Vaugelas veut louer un écrivain, il ne le nomme que s'il est mort et non de son vivant, de peur de lui attirer de l'envie ou de passer pour flatteur. Il reconnaît que souvent l'identité des auteurs est transparente à travers ce voile, mais qu'il préfère néanmoins les traiter de cette façon qui sert à soulager leur pudeur et à rendre la louange moins suspecte et de meilleure grâce. Alors, Erez Bennett a fait un tableau à la fin de l'article qui récapitule les références que l'on a su identifier explicitement et implicitement. Il y en a encore quelques-unes, vous voyez, dans lesquelles on doute, mais on a effectivement été capable de tout retrouver, quasiment tout. Il y a voilà, quelques auteurs qui ignorent. Si vous voulez un panorama complet, Wendy Erez Bennett et Segido, dont j'ai oublié le prénom un instant, Magali Segido, voilà, ont publié récemment un ouvrage, enfin récemment, il y a une dizaine d'années maintenant, sur le genre des remarques et observations sur la langue française qui est riche justement d'idées, d'analyse là-dessus, et elle a elle-même édité tout récemment une édition
des remarques de Vaugelas, hein, une édition critique, où elle fait justement l'inventaire, hein, de tous ces auteurs et la façon dont on a pu les retrouver. Hein. Ça a vraiment été un travail de fourmi, hein, d'orfèvre, hein, qu'elle a fait là. Mais c'est vraiment fascinant, hein, pour voir de quelle façon Vaugelas parvenait, hein, à retracer tout ça. Hein. Ah voilà, j'ai retrouvé le texte que je cherchais. Donc WNDRS Net fait vraiment un travail d'enquête exemplaire, hein, là-dessus. Etc. Je passe rapidement. Dans ses remarques, Vaugelas entend illustrer le bon et le mauvais usage en tirant ses exemples d'auteurs qui fleurissaient dans 3 différentes tranches chronologiques. En premier lieu, des auteurs tels que Ronsard, hein, 1504-1585, et Desportes, 1546-1606, florissant au cours des années 1550-1570, hein, la période dite du français préclassique, et qui sont souvent appelés des anciens écrivains par Vaugelas. Celui-ci les cite surtout pour illustrer un usage passé ou suranné, hein, comme Ronsard qui utilisait évêché au féminin, une évêché plutôt qu'un évêché, ou comme créateur de mots et de phrases incorrectes ou inutiles. Parmi ce groupe d'anciens, le cas le plus intéressant est Amyot. Hein. Cet auteur apparaît en 3e lieu pour la fréquence parmi les Français cités, et il constitue en quelque sorte le point de départ de l'horizon chronologique de Vaugelas pour ses sources littéraires. Dans les remarques publiées, les références à Amyot se partagent de façon plus ou moins égale entre celles où Vaugelas note la continuité de l'usage et celles où il observe un changement. L'attitude de Vaugelas envers Amyot est résumée par ses commentaires sur l'usage lexical et l'emploi des synonymes. Amyot a laissé des richesses lexicales, mais depuis son temps, on a retranché la moitié de ses phrases et de ses mots. Son lait constitue maintenant un trésor qu'il faut ménager et dispenser avec jugement, sans gâter le style, en le chargeant de synonymes. Dixit Vaugelas. Quant au deuxième groupe d'écrivains, il semble correspondre des auteurs qui étaient florissants parmi la période 1600-1620. Donc Duperrier, Malherbe, évidemment, Cofteau, qui de leur vivant étaient tous connus personnellement de Vaugelas. Duperron est cité pour illustrer un usage suranné. Cofteau et Malherbe sont nommés avec une fréquence presque identique dans les remarques, mais cela n'indique pas qu'ils sont vus de la même façon. Cofteau est considéré comme une autorité linguistique dans plus de la moitié des cas où il est cité, et en particulier pour la netteté de sa syntaxe. Dans la majorité des autres cas, Vaugelas note un changement d'usage depuis l'époque où Cofteau écrivait. Il est donc évident que selon Vaugelas, Cofteau se situe entre les anciens et les modernes. Hein, citation de Vaugelas assez connue. « J'avoue que c'est la destinée de toutes les langues vivantes d'être sujettes au changement. Hein, » Vous faites lire ça à un académicien aujourd'hui, hein, à un grammaire nazi, comme on dit, en disant que c'est un texte du XVIIe siècle. J'espère qu'il remet en question quand même son avis sur le changement linguistique. Mais ce changement n'arrive pas si à coup et n'est pas si notable que les auteurs qui excellent aujourd'hui en langue ne soient encore infiniment estimés d'ici à 25 ou 30 ans, comme nous en avons un exemple illustre en M. Cofteau, qui conserve toujours le rang glorieux qui s'est acquis par sa traduction de Florus et par son histoire romaine, quoiqu'il y ait quelques mots et de quelques façons de parler qui fleurissaient alors et qui depuis sont tombés comme les feuilles des arbres. La préface des remarques de Vaugelas, c'est vraiment l'un des textes les plus importants, je pense, pour comprendre la méthode linguistique, la philosophie de la réforme linguistique du XVIIe siècle. C'est vraiment, si vous vous intéressez à cette question, je vous encourage à lire cette préface. Elle est disponible très facilement sur Wikisource, par exemple, et c'est un trésor de réflexion, de justesse d'analyse. C'est pour ça que j'apprécie tellement Vaugelas. Hein, vraiment, pour moi, c'est presque je dis parfois que c'est l'un des premiers sociolinguistiques de l'histoire, hein, là encore avec beaucoup d'anachronismes, mais je trouve qu'il y a un peu de ça. Il est très, très fin et très sensible, hein, à la façon dont l'usage évolue. En évitant l'usage de la conjonction premier que, par exemple, Cofteau s'allie au moderne, tandis qu'en préférant déposer l'adjectif dans les noms, il se distingue de l'usage contemporain. L'attitude de Vaugelas envers Malherbe est plus complexe et plus ambiguë. Le statut de Malherbe comme autorité linguistique était bien établi, et c'est sans doute pour cette raison que Vaugelas semble avoir commencé son travail de remarqueur en annotant ses œuvres.
Je passe rapidement là-dessus. Voilà. Si l'autorité de Malherbe est amoindrie dans le texte publié, elle est encore davantage remise en question dans les observations manuscrites, où Vaugelas ne se sent pas contraint de modérer sa critique des exemples de Malherbe. En résumé, pour Vaugelas, les demi-modernes sont dans des proportions presque égales les grandes autorités de l'usage linguistique et la cible de sa critique. Le dernier groupe, enfin, est constitué de ceux que Vaugelas appelle nos modernes écrivains, dont les noms ne sont pas explicitement donnés quand ils sont loués. Nous pouvons peut-être faire l'hypothèse qu'il s'agit des auteurs encore vivants qui publiaient leurs ouvrages pendant les années 1630-1640, étant donné, d'après Vaugelas lui-même, que le changement linguistique se produit dans une période d'environ 25 à 30 ans, au moins en ce qui concerne l'usage linguistique des traits particuliers. Ce groupe correspond plus ou moins à la deuxième catégorie élaborée par Louis-Augustin Allemand dans ses Nouvelles observations de 1688. Dans ce volume d'observations, Allemand adopte la chronologie de Vaugelas et la renouvelle en fonction de sa perception de la réforme du français. La première période de réforme est selon lui associée à Duperron, Malherbe, Berthaud, Cofteau, Desportes et Amyot, qui sont pour la plupart nés dans les décennies 1540 et 1550. La deuxième réforme du français est imputable à Guette-Balzac et Voiture, ainsi qu'à Vaugelas, Gombault, Levaillet et Sarrazin. Ces demi-modernes, pour utiliser le terme employé par Allemand, constituent la génération suivante, puis qui sont nés, pour la plupart d'entre eux, dans les décennies 1580 et 1590. Viennent ensuite les modernes, assez significatif que quelques-uns des auteurs du dernier groupe identifié par Allemand, et qui comprend Balzac, Voiture et Gombault, sont explicitement nommés par Vaugelas dans le manuscrit de l'Arsenal, ou indiqués par allusion de textes publiés. Les auteurs modernes sont cités pour la plupart de façon positive dans les remarques, mais il arrive que Vaugelas leur reproche de continuer à se servir d'un mot et d'une expression telle que cependant que ou à l'encontre d'eux, qui ne sont pas, à son avis, acceptables. Si nous considérons les dates de la vie d'Urfé ou la période de ses publications principales, il se situe dans notre deuxième groupe d'auteurs, demi-modernes, donc à côté de Malherbe, de Cofteau et de Duperron. Il convient d'examiner par l'étude de son usage linguistique si ce classement est justifié, etc. etc. Donc, je passe sur le cœur de la démonstration, qui est très précis et très clair. Je vais aller directement à la conclusion. Pour écourter cette lecture, je pense que ça fait déjà une bonne demi-heure que je vaticine, autant que je termine. Alors, on parle de lexique, on parle de syntaxe, enfin de morphologie, notamment de morphologie nominale et de morphologie verbale, avec des variantes, comme vindre à la place de vinrent, teindre à la place de teindre, etc. Ce type de choses. Preindre, preindre, ne valent rien, etc., etc. Et voilà. Je voulais revenir plus précisément là-dessus. Donc, résumé, en fait, après cette démonstration, l'introduction donne déjà la conclusion. Il faudrait bien sûr prolonger cette analyse, etc. À s'en tenir au lexique et à la morphologie, nous espérons avoir montré que l'usage d'Urfé est pour l'essentiel caractéristique de son époque, et qu'il prend place à ce titre dans la catégorie des demi-modernes de Vaugelas. Et c'est ça la conclusion, je pense, à prendre, c'est que Urfé fait des choix qui anticipent effectivement l'usage moderne, mais qui restent malgré tout attachés à une ancienne façon d'écrire, malgré ses réécritures, ses relances, etc. Et je trouve ça particulièrement fascinant, puisque on peut voir avec ce travail philologique de comparaison des sources, la façon dont l'usage évolue in vivo sur une période de 20 à 30 ans, comme dirait Vaugelas. Il se trompait pas énormément, quand on regarde un peu ce que nous dit la sociolinguistique moderne. L'usage évolue à peu près par tranche d'une trentaine d'années, une génération. Grosso modo, c'est l'espace qui nous sépare de la génération suivante, de nos enfants, par exemple, ou de nos parents. On peut parler avec nos parents, on peut parler avec nos enfants, évidemment, mais leur langue évolue. Et elle n'évolue pas seulement au niveau du lexique. Le lexique, c'est toujours ce qui frappe le premier
quand on compare les états de langue, mais de façon un peu plus subtile. Il y a néanmoins des choses au niveau syntaxique, morphologique, qui dénotent de cet usage qui continue d'avancer malgré tout. Alors c'est vrai que les grandes langues de culture, comme le français, comme l'anglais, comme l'italien, l'espagnol contemporain, etc., depuis 100, 200, 300 ans, ont vu cette évolution être ralentie, on va dire, par rapport à ce qui a pu s'observer dans l'histoire d'une langue comme le français, entre par exemple le 9e et le 14e siècle, hein, où on a une évolution frappante de l'usage. Mais avec la diffusion de l'écrit qui tend à stabiliser l'usage, avec la prédominance de cet écrit auprès de la population, dans la diffusion culturelle massive permise par l'imprimerie, etc., il y a une plus grande stabilité de l'usage, une uniformisation générale qui s'observe. Mais néanmoins, hein, on est encore dans des périodes d'évolution, hein, qui peuvent se calculer comme ça par tranche, par chronolecte, hein, d'une trentaine d'années. Et d'ailleurs, ça donne naissance maintenant, aujourd'hui, j'en parlerai peut-être un jour, à une sorte de sous-discipline de la diachronie, la micro-diachronie, hein, comme on le dit maintenant, qui s'attache à faire des remarques sur l'évolution d'une langue comme le français par exemple, sur des périodes de temps beaucoup plus restreintes que celles de la grande diachronie historique, hein, j'ai envie de dire, hein, sans faire de pléonasme, qui s'attache à regarder ce qui se passe sur des périodes séculaires, hein, de 100 ans en 100 ans par exemple, bon, ou plus. Là on travaille sur des tranches de 30, 40, 50 ans, tout au plus. Et on peut le faire maintenant parce qu'on a accès à beaucoup plus de sources, beaucoup plus de données outillées, étiquetées, qui nous permet vraiment de comparer les phénomènes avec une très grande précision, y compris pour la langue moderne. Hein, on commence maintenant, et ça devient très intéressant, à pouvoir comparer l'usage oral d'une langue comme le français sur des périodes du XXe siècle. On a des premiers enregistrements de Bruno, faits par Ferdinand Bruno au début du XXe siècle. On a retrouvé des archives qui nous permettent d'écouter, hein, ces phénomènes. Et puis de l'autre côté, on a effectivement des corpus outillés, hein, construits scientifiquement, j'ai envie de dire, hein, avec toute la réflexion de la linguistique moderne qui ont commencé à être structurées dans les années 70, 80, et donc des 30-40 ans plus tard, maintenant, on est capable, hein, de voir ce qui se passe au niveau de l'emploi, du passif, de l'accent, de la liaison, etc. Donc sur des périodes de temps incroyablement plus restreintes. Donc voilà pour cet article, je vais m'en arrêter là pour la lecture. Le reste de la démonstration est disponible en ligne, hein, comme je l'ai dit. Je redonne la référence très rapidement de cet article, donc de Wendy R.S. Bennett, La modernité de l'usage linguistique de l'astrait vu par les yeux d'un remarqueur, disponible donc en ligne, hein, paru en 2007 dans la revue Le XVIIe siècle. Hein, n'hésitez pas à aller voir ce travail très minutieux, comme toujours, avec Wendy R.S. Bennett, précis, hein, sur l'usage, si vous voulez en savoir plus sur ce texte. Et donc je vous encourage à essayer de vous replonger dans l'astrait. Alors peut-être pas nécessairement, parce que j'en ai plusieurs éditions, sous la forme critique beaucoup plus grosse, et encore, ça c'est un florilège en poche, hein, que l'on trouve généralement. Peut-être commencer par la version florilège, hein, sélection, hein, de morceaux choisis, si vous voulez vous faire l'idée la meilleure, et puis éventuellement, si vous sentez d'attaque, hein, sur la plage cet été, de vous plonger dans l'intégralité de l'astrait. Hein. Bon, ça peut être une très bonne activité estivale, si jamais vous en sentez le courage. Bon. Hop. Ah. Ça me fait plaisir de refaire ces streams, même s'il n'y a pas de spectateurs ou de spectatrices. Ça me fait des archives, comme toujours. Je peux y revenir, je vois un peu le travail accompli. C'est ça quelque chose que j'aime bien dans la recherche, dans le travail que je peux faire.
c'est qu'on garde des traces de ce que l'on fait. On écrit, on communique, maintenant les communications sont enregistrées, on publie, on a nos notes de cours, etc. Je garde beaucoup de choses, et ça permet de se rendre compte aussi du chemin accompli. C'est pas tous les travaux, n'importe quel travail qui autorise ce type d'archivage et de continuité dans la chose. Donc, ça peut être intéressant. C'est intéressant pour vous. Donc, parlons de modernité. Continuons de parler de modernité. On va couper la musique ici et l'on va lancer le jeu de ce soir, Sonic Mania. Donc, on va augmenter un chouïa le son. Jeu de 2017, qui a fait énormément parler de lui à son époque, lors de sa sortie. On va le mettre en plein écran, avec un filtre teinté. Voilà. Plein écran. Appliqué. Est-ce que ça marche encore sur le stream? Normalement, on voit. Donc, Sonic Mania, qui fait partie des jeux Sonic, comme on peut s'en douter, mais qui est un jeu Sonic un peu anniversaire, va-t-on dire. Attendez, je vais rebaisser un peu ici, puisqu'il vient en quelque sorte célébrer une certaine image du célèbre hérisson de Sega, et donc qui prend place après Sonic 1, Sonic 2, Knuckles, Sonic CD, etc., en essayant de prendre la substantifique moelle de ces jeux et en les réinvestissant d'une façon moderne, de la même façon qu'Urfé avait réécrit l'Urfé au fur et à mesure pour mieux coller à la modernité. Je dois dire également, à ma décharge, que je n'ai jamais été grand amateur de Sonic le Hérisson. Je connais les jeux, mais à l'époque, quand j'étais petit, j'étais fan de Nintendo, j'étais un Nintendork, comme on dit, et non pas un Ségalopin. Et donc, Sonic était un peu l'adversaire, et c'est vrai que Mario me plaisait davantage. Pour sa composante exploration, je suis revenu au Sonic ultérieurement, et c'est vrai que je voyais pas trop leur attrait. À part Sonic 2, que j'aimais bien, j'ai refait Sonic 3 avec Knuckles l'année dernière, et j'ai mieux compris sa philosophie, mais je suis pas un fan de Sonic. Par contre, Sonic Mania m'a absolument plu à l'époque de sa sortie, je l'avais fait à l'époque, et donc, c'est avec plaisir que je retombe dans ce jeu. Et donc, on va y jouer avec Tails. Et donc, si vous connaissez un peu Sonic le Hérisson, vous allez immédiatement reconnaître, par exemple, le début de Sonic 3, avec Sonic qui arrive sur Angel Island, tandis que le docteur Eggman, Robotnik évidemment, fait du rififi et dérobe les émeraudes du chaos, les Chaos Emeralds, qui possèdent des pouvoirs défiant l'imagination, capables notamment de revenir dans le temps. Et c'est cette justification-là qui va permettre à Sonic de revenir sur ses premières gloires, Green Hill Zone, avec cet écran titre qui est strictement identique, quasiment identique, à celle du tout premier jeu Sonic. Mais très rapidement, on va commencer à voir des nouveautés. Déjà, par exemple, vous avez, là je ne sais pas si vous l'avez bien vu, je vais le refaire, quand on saute sur un jumper, l'animation de saut n'est pas celle de Sonic 1, mais de Sonic CD. Donc, une nouveauté par rapport à ce que l'on attendrait.
Le niveau est évidemment un peu plus beau que sur Mega Drive, hein, que sur la console originale, du fait de cette nouvelle technologie 3D qui permet au sprite d'être vraiment joli, très bien défini, et ainsi de suite. Et puis progressivement, vous allez voir apparaître des petites nouveautés. Périodiquement. Pour l'instant, c'est un jeu Sonic classique. Donc on va continuer un peu dans le niveau. Oui. Boum. Avec le pouvoir de la bulle qui a toujours été mon préféré. Les boucliers, quant à eux, nous viennent directement de Sonic 3. Ils n'étaient pas présents dans le jeu original. Cette boucle qui tortille sur elle-même, c'est issu de Sonic 2. Donc on voit qu'on a déjà une sorte de mishmash hein, des différents jeux Sonic du passé. Dans une sorte de melting pot, hein, qui fait par endroits davantage penser à un jeu de fans qu'autre chose. Ce jeu est vraiment extraordinaire. Je l'ai eu en promotion sur Steam récemment, puisque je l'avais acheté sur une autre console jadis. Et il demeure hein, un très grand jeu, même si vous n'aimez pas Sonic comme moi. Du moins si vous n'étiez pas spécialement fan du hérisson bleu jadis. Je pense que vous l'aimerez beaucoup. Et puis là, je pense que c'est un jeu qui met tout le monde d'accord au niveau des qualités du jeu. Passons au stage bonus, issu là encore de Sonic 3. Où il faut récolter les petites bouboules bleues. C'est une phase de jeu qui à l'époque était très impressionnante pour la Mega Drive. De gérer cet effet de 3D, hein, de 3D sphérique. Ça faisait vraiment partie des expériences les plus impressionnantes que Sega a fait sur sa console. Hop. Et avec ça, nous terminons le stage bonus. Et nous récupérons non pas une émeraude, mais une médaille. Et puis le jeu est coloré, il y a énormément de détails. Et là, regardez, un nouveau décor. Nous sommes passés sous Green Hill, puisque nous sommes dans un souterrain. Et oh là. Yep. Ah. Et le fait d'avoir un boss à la fin de chaque acte est repris là encore de Sonic 3. Mais là vous voyez tranquillement la modernité. Plutôt que de reproposer une autre version de Green Hill avec le même décor comme dans le jeu original, nous sommes maintenant dans les souterrains de l'île. Ce qui n'avait pas été proposé avec des... là vous voyez, hein, des genres de totems géants derrière, donc qui font effectivement penser
un genre d'ambiance un peu primitive. Je sais pas comment on pourrait exactement définir ça. Hop là. Et donc c'est progressivement que le jeu va introduire ce type de jeu, de glissement par rapport à sa légende. C'est-à-dire que la majorité, quasiment tous les stages à proprement parler de Sonic Mania reprennent des niveaux soit déjà vus dans l'histoire de Sonic. Oh. Là il y a un gros anneau de bonus. Je vais essayer de trouver le moyen d'y aller. Mais pas du tout, Mathieu. Hop. Je vous avoue, ça fait quelques temps que j'ai joué au jeu. Je me rappelle pas de tous les emplacements de tous les bonus. Oh là. C'était pas très pro le mouvement. Mais donc tous les niveaux de Sonic Mania reprennent, soit explicitement, soit implicitement, des anciens niveaux des Sonic en 2 dimensions. Alors c'est peut-être des reprises explicites comme Green Hill, plus tard il y aura Chemical Plant de Sonic 2, etc. Parfois ce sont des références un peu plus implicites, issues de l'histoire de Sonic. Donc par exemple ce peut être des niveaux annulés, hein, dont on connaît l'existence par l'intermédiaire de diverses documentations. Ah, je suis tout mort. De documentation diverses, d'étapes de production, Hop. On va passer par là. D'interviews avec les développeurs, hein, qui révèlent qu'ils avaient planifié tel ou tel niveau avant finalement de revenir en arrière pour différentes raisons. Il y a finalement peu de niveaux qui sont intégralement nouveaux dans Sonic Mania. Mais à chaque fois que l'on reprend un niveau qui a existé dans l'histoire du hérisson, oh là, c'est pas du tout par là que je veux aller, on se rend compte en réalité que les développeurs ont fait des modifications plus ou moins notables de leur facture. C'est-à-dire que vous allez avoir, ainsi, comme ici avec Green Hill, un niveau qui se situe sous la zone initiale de Green Hill Zone. Vous allez avoir des jeux sur les mécaniques de gameplay, comme un peu plus tard dans Chemical Plant, où les produits toxiques servent à faire rebondir Sonic plutôt qu'à juste le noyer, hein. Il va y avoir tout un jeu avec des produits que l'on peut mélanger pour produire différents effets chimiques. Bref, il va y avoir ces choses-là qui vont transformer ce qui était initialement un jeu un peu de reprise plus ou moins gratuit, hein, de purement nostalgique, par quelque chose de plus comment dirais-je, de plus intéressant, de plus malin, de réinvestir cette nostalgie pour la transformer et progressivement entraîner le jeu dans une direction qu'il n'était pas censé avoir initialement.
Donc on a l'impression véritablement d'avoir affaire à un nouveau jeu, plutôt qu'à une reprise plus ou moins bien fourbie, plus ou moins bien écrite d'un jeu. D'où, je pense, le choix aussi des développeurs de ne pas faire de ce jeu un Sonic 4 ou un Sonic 5, puisque Sonic 4 a existé de sinistre mémoire, hein, mais d'en faire davantage une façon un peu plus intelligente de commémorer l'histoire de Sonic le Hérisson. Alors, est-ce que le jeu réussit tout ce qu'il veut faire? Peut-être pas. Hop là. Mais il reste néanmoins une très grande expérience. Il est vrai que si vous n'avez pas d'appétence pour Sonic et son gameplay, ce n'est pas Sonic Mania qui va changer fondamentalement la façon dont vous envisagez la chose. Mais on ne peut en aucun cas l'accuser de paresse ou d'inintelligence. C'est un jeu qui est très bien fait et qui comprend parfaitement ce que veut dire refaire un jeu avec l'esprit du temps. C'est d'ailleurs quelque chose que j'avais également observé avec Crash Bandicoot 4, dont j'avais parlé dans Ludographie, hein, dans mon podcast dédié aux jeux vidéo. C'est l'idée que ce sont des œuvres qui ne cherchent pas nécessairement à reproduire la nostalgie de l'époque, et donc à nous faire croire que nous revenons dans les années 90, mais bien de nous faire comprendre que ce que l'on aimait dans les années, dans ces histoires, dans ces étapes anciennes de l'histoire du jeu vidéo, ce n'était pas leur période, mais bien le feeling et leur position au sein de l'histoire elle-même. Ces jeux ont été aimés et on les a aimés, les Mario, les Crash Bandicoot, etc. Non pas parce qu'ils étaient à une période particulière de notre enfance et que l'on était attaché nostalgiquement à ceci, mais parce qu'ils se présentaient comme une nouvelle façon d'envisager le jeu vidéo. Et c'est recapturer cet esprit que ces jeux essayent de faire. Et ils le font d'une façon incroyablement maligne. Voilà, que ces phases sont cool. Où on va à toute berzingue. Chemical Plant, et là vous voyez encore une fois le décor qui évolue. Donc, ces jeux ont évidemment une composante nostalgique. Il ne s'agit pas de dire que ces jeux n'ont aucune nostalgie, puisqu'évidemment, le fait par exemple qu'ils reprennent, que les jeux Sonic reprennent des zones de l'histoire de Sonic plutôt que d'en créer des nouvelles avec le même moteur graphique est révélateur de cette stratégie de faire appel, hein, à notre souvenir de ces jeux. Non. Mais il tâche également de nous faire comprendre autre chose avec eux. De les réinsérer dans une autre étape de l'évolution du jeu vidéo, avec de meilleurs graphismes, avec une meilleure compréhension de la grammaire du jeu vidéo, hein, de la façon dont nous jouons et dont nous comprenons le sens du jeu vidéo, les objectifs, le maniement du personnage. Ils ajoutent des qualités, des options de qualité de vie dont on ne pourrait aujourd'hui plus vraiment se passer, comme les sauvegardes par exemple, différents outils de configuration, voire pour certains d'entre eux des fonctionnalités en ligne.
mais essaye de recapturer l'esprit initial de ces jeux. Non pas ce qu'ils auraient pu être, non pas ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils auraient pu être s'ils étaient effectivement sortis au moment où ils sont sortis aujourd'hui. Et c'est là, je pense, qu'ils tirent leur épingle du jeu, en fait, par rapport à... Oh là, j'ai bientôt plus d'anneaux. Comparé à d'autres développeurs, par exemple, et récemment, il y a eu pas mal de remakes et de remasters, évidemment, sur Resident Evil, effectivement, mais pas que. Sur Resident Evil, sur, je ne sais pas moi, sur Silent Hill, etc. Il ne s'agit pas juste de faire un ripollinage de quelque chose qui a existé, mais bien de produire une réflexion sur ce qu'est le jeu vidéo à un certain moment donné du temps. Et c'est en cela, je trouve, que Sonic Mania réussit. Comme, d'ailleurs, hein, Crash Bandicoot 4, j'en ai parlé, réussit de son côté. C'est qu'ils imitent sans reproduire. Et c'est une qualité qui est particulièrement difficile à atteindre. Et il faut avoir non seulement une très grande compréhension des modèles, des jeux originaux pour comprendre ça, hein, mais il faut également avoir une intelligence du jeu vidéo en elle-même pour savoir où aller et que faire avec ses personnages. Sonic Mania n'est pas un jeu qui s'adresse exclusivement aux fans de Sonic le Hérisson, même si ça a été l'une des sources primordiales, hein, de l'équipe de développement. Ça a été aussi, ils ont eu pour ambition de faire un jeu vidéo moderne. Quelque chose qui, en sortant en 2017, était légitimement tout aussi intéressant que ce que la concurrence faisait à ce moment-là. Et je pense qu'ils ont admirablement bien réussi leur coup. Parce que pour qu'un joueur comme moi, qui ne suis pas fan particulièrement de l'univers de Sonic le Hérisson, pour différentes raisons, en termes de gameplay, c'est pas un gameplay que j'aime particulièrement, c'est pas quelque chose sur lequel je reviens avec plaisir. Il y a une façon de considérer la plateforme qui m'a très souvent déstabilisé, voire déplu dans certains choix de construction de niveau, de difficulté, de power-up, etc. Pour que quelqu'un comme moi, qui ne suis pas vendu à ce gameplay, mais qui trouve néanmoins les jeux Sonic Mania particulièrement bien réussis, c'est que ce n'est pas un hasard en fait. C'est qu'il y a vraiment une intelligence particulière qu'il faut saluer. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas le jeu, si vous étiez passé à côté à l'époque, je vous le recommande très chaudement. Je pense que je vais finir cet acte et puis je terminerai le stream de ce soir. Ça fait à peu près 1 heure que je papote. Et donc la modernité, ça peut être ça par exemple. Montrer de quelle façon un jeu, aussi ancien maintenant que Sonic, peut encore être pertinent aujourd'hui. Et comment il peut encore capturer notre imagination. Je doute que je puisse aller par là, non? J'ai l'impression que je vais me faire mal si je vais par là. Ah, voilà. Hop. Il y avait une entrée ici que je n'avais pas vue.
Oui. La Chemical Plant a toujours été... Ah, j'ai perdu tous mes rings. A toujours été l'une de mes zones favoris, par contre, de tous les Sonic. Je ne sais pas pourquoi. Chemical Plant Zone dans Sonic 2, ça a toujours été je trouve, une des zones les mieux réussies de tous les jeux Sonic. En termes de design, en termes de concept, je trouve que thématiquement, ça marche très bien avec l'univers de Sonic, hein, qui est une fable écologique. Hein. On va sauver les papillons du méchant qui veut les transformer en robots. Il y avait des scènes à l'époque de vitesse, de tremplin, de looping, qui étaient absolument fascinantes et très impressionnantes techniquement pour l'époque. Bref, c'était vraiment une zone qui a capturé jadis mon imagination. Et c'est celle, sans parler de la musique, hein, évidemment, qui sera toujours pour moi l'une des mieux réussies de Sonic en général, hein, vraiment. C'est pour ça, je pense, et pour d'autres raisons, que Sonic 2 reste quand même mon préféré des originaux. Je sais que c'est quelque chose qui fait polémique parmi les fans de Sonic, parce qu'il est développé par Sega of America, etc. Et donc maintenant on va jouer à Puyo Puyo avec la Mean Bean Machine du Dr Robotnik. Hop. Alors je suis toujours très mauvais au Puyo Puyo par contre. Mais ça aussi c'est une phase de gameplay, la première fois que je l'ai vu, que j'ai trouvé absolument terrible en termes d'idées, qui narrativement marche extraordinairement bien, qui s'installe dans l'histoire du niveau avec beaucoup de pertinence. J'espère que je vais réussir à gagner. Parce que je suis très mauvais. Ah, je n'arrive à rien faire. Ah! Ouais. Je n'aurais même pas de... Je n'arrive même pas à faire des combos. Je vais vous dire à quel point je suis mauvais sur ce jeu. On va espérer que la chance me permette de faire des combos pour finir le niveau. J'avais levé les yeux au ciel à l'époque parce que je suis très mauvais à Puyo Puyo. Mais heureusement, l'ordinateur est pas méchant là-dessus, heureusement, parce que sans ça, on aurait été... Et donc avec ça, nous terminons. Hop, l'acte 2. Et je crois que l'acte 3, c'est le Studio Police. Ouais. Qui est l'une des rares zones, hein, des zones vraiment originales du jeu, un univers sans contrepartie, il me semble, même s'il y a des références à d'autres jeux Sonic, évidemment. Hop. Et avec ça, je vais arrêter. Le jeu. Hop, quitter. Tac. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir.
Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné. Si vous étiez là ce soir, mais que vous n'êtes pas intervenu. Et merci si vous me resuivez en replay sur Twitch ou sur YouTube. Donc je mettrai en ligne ce stream d'ici la fin de semaine. Le replay sera disponible pendant une semaine sur Twitch si vous souhaitez le rattraper. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de semaine également. Ciao!